Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous et bienvenue dans Vos Animaux. Merci de votre fidélité. Alors au programme aujourd'hui, il va être question de la stérilisation de nos chats comme un acte responsable pour limiter la surpopulation, pour prévenir certaines maladies, pour la tranquillité tout simplement des propriétaires de chats. La stérilisation est souvent une nécessité dès lors qu'on a un chat de compagnie qui n'est pas destiné à la reproduction. Si vous avez des questions, si vous avez parfois des inquiétudes à ce sujet, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Côté vie sauvage, on s'intéresse toujours au chat, mais le chat cette fois-ci comme peut-être un danger pour la petite faune sauvage. Les propriétaires de chats en font très souvent l'expérience. Notre petit chat de salon est un redoutable chasseur et il peut parfois menacer la faune sauvage. On en discutera en compagnie d'une spécialiste de la faune sauvage justement. Devenir vétérinaire, c'est un rêve pour de nombreux jeunes. Une nouvelle voie d'accès directement post-baccalauréat vient d'ouvrir. Ça permet désormais d'intégrer l'une des 4 écoles vétérinaires en France. On en discutera en compagnie d'un représentant de l'une de ces écoles vétérinaires en charge de cette formation. Et puis nous aurons également une jeune étudiante qui s'appelle Océane et qui nous racontera son parcours. Cette émission est la vôtre, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Vos Animaux et vous. Bonjour Anne-Claire Gagnon, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. Anne-Claire, vous êtes vétérinaire, vous exercez exclusivement avec nos amis les chats. Et avec vous Anne-Claire Gagnon, nous allons parler aujourd'hui de stérilisation. Bonjour. Bonjour Natacha. Anne-Claire, la stérilisation, c'est toujours un sujet qui fait débat auprès des propriétaires de chats. Beaucoup s'interrogent. Un certain nombre de propriétaires ont entendu dire que la stérilisation était importante pour de multiples raisons que vous allez nous évoquer d'ici quelques instants. Mais certaines personnes sont encore sceptiques, ont des craintes par rapport à cet acte médical. D'ailleurs, si vous souhaitez témoigner sur l'antenne de Sud Radio ou nous poser vos questions, vous le savez, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Alors Anne-Claire, déjà peut-être peut-on rappeler tout simplement ce qu'est la stérilisation des chats, chats et chattes évidemment. Alors, c'est simplement de supprimer la fonction reproductive et en général, la stérilisation, elle se fait la plupart du temps d'une façon chirurgicale et pas médicale. Parce que c'est le plus simple et le plus courant depuis très longtemps. Et elle consiste pour le chat mâle à retirer les testicules et pour la chatte femelle à retirer les ovaires. Éventuellement aussi l'utérus, mais en général, quand c'est fait sur une jeune chatte, on retire simplement les ovaires. Et ça permet que le chat n'exprime pas ses comportements sexuels et très souvent quand même dans l'histoire de la domestication, c'est beaucoup plus facile de vivre avec un chat ou une chatte qui a été stérilisé parce que tout simplement il va pas avoir les urines qui vont changer d'odeur, des comportements d'appel parce que la chatte quand elle est en chaleur elle peut être extrêmement vocale, extrêmement bruyante. Voilà, d'aller dehors, et le chat mâle aussi. Et puis il y a plein d'aspects secondaires qui sont que le chat, quand il est entier, donc quand il est non castré, il va aller se bagarrer dehors, il va revenir avec des abcès, il va revenir avec des maladies. Donc il y a essentiellement, pratiquement que des avantages à les faire stériliser, mais qui ne peuvent plus effectivement se reproduire. Y compris pour les chats qui ne sortent pas du tout ? Y compris pour les chats qui ne sortent pas parce que ça va pas. S'ils ne sont pas stérilisés, ils vont garder un chat mâle. Je vais prendre un exemple tout simple d'une de mes voisines avec Raymond qui a été trouvé sur le lieu de travail, qui a été adopté 3 mois et demi. Donc Raymond, c'est le chat. Raymond, c'est le chat. Oui, absolument. Il est charmant, il est tigré. Raymond, 3 mois et demi, là, depuis qu'il a 4 mois, il a complètement changé de caractère. Ses urines sont devenues d'une odeur très difficile à vivre au quotidien alors que Raymond vit dans une maison avec un jardin
Et du coup, il va être stérilisé un petit peu trop tard puisque il a déjà pris l'habitude d'arroser avec ses urines des endroits qui n'étaient pas vraiment appropriés. D'accord, parce qu'en fait, alors la stérilisation empêche ces comportements qui peuvent être dérangeants pour les humains qui vivent avec ces chats, mais si on le fait trop tard, ces comportements vont être vraiment présents et vont rester chez l'animal? Alors ça peut leur avoir effectivement imprégné le cerveau et ils peuvent garder un certain nombre de comportements comme ça plus tard. C'est pour ça qu'on préfère faire l'intervention avant qu'ils aient 4 mois, avant que ce soit le moment de la puberté, de telle sorte que finalement ils aient strictement, les chats et les chattes, rien à regretter parce qu'ils n'ont rien connu de ce qui pouvait se produire après. Et si on stérilise un chat, je vous pose les questions que se posent très certainement nos auditeurs. Si on stérilise un chaton, parce qu'à 4 mois, ça reste encore un chaton ou un très jeune chat, est-ce qu'on ne risque pas finalement de limiter son développement? Non, absolument pas. À 4 mois, le chat, il est capable d'avoir des chats, donc des chatons. Donc, il est entre guillemets adulte du point de vue reproducteur et son développement psychique, psychologique va continuer par ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, on a une expérience de plus de 30 ans aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre, où la stérilisation se fait à partir de l'âge de 2 mois. Et donc, idéalement, avant l'âge fatidique de 4 mois, pour justement qu'il n'y ait pas déjà le développement des comportements sexuels dits secondaires. D'accord. Donc, on a bien compris, une stérilisation extrêmement précoce, c'est ce qui est de plus en plus proposé en fait aux maîtres de chats et de chattes pour éviter ces comportements troublants. On va donner la parole à notre première auditrice. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Natacha Harry. Mais quelle énergie Marie-Claude. Oh, mais ça fait du bien. Oui. Racontez-nous Marie-Claude, vous avez des chats à la maison? Oui, j'ai 2 chattes. Oui. J'étais intervenue en février l'année dernière. D'accord. Dans votre émission. Oui, j'ai 2 chattes adultes. Mais alors, je suis étonnée là, parce qu'elles sont déjà en gestation. Elles attendent des petits déjà. Donc précoce, elles ne sont pas stérilisées. Quelle déduction. Non, j'ai toujours pas pu, j'ai toujours pas d'argent. Ah. Voilà. Marie-Claude en Corrèze, vous vous rappelez pas de moi, mais vous avez du monde. Ah, mais écoutez, oui, on a beaucoup d'auditeurs, mais pourtant, je devrais me souvenir de vous avec cette belle énergie là que vous nous envoyez ce matin. Donc, de la Corrèze, hein. De la Corrèze, oui. Vous, votre oui. souci, Marie-Claude, c'est vraiment un souci financier pour procéder à cette stérilisation. Eh oui, voilà. Oui, comme je vous avais dit, oui. Alors, voyez, vous savez, il y a des dispensaires quand même où on peut faire stériliser les chats, soit en payant une petite participation, soit en ne payant pas du tout. C'est souvent soumis à des conditions de ressources, mais c'est possible. Je sais ça, je le sais. Mais moi, rien qu'une aide, quoi, parce que je veux payer en plusieurs fois. Ouais. Mais une petite aide. Et vous n'avez pas de dispensaire à proximité? Mais j'ai les vétérinaires, oui. Non, mais les dispensaires, ce sont en fait des structures de soins qui sont généralement tenues par des associations. Et voilà, je voulais vous en parler justement, pour en savoir plus sur les associations. Voilà. Je vous écoute. Oui, mais justement, les associations, je sais que sur Argentat, là, il faudrait que je me renseigne, quoi, comment elles fonctionnent. Bah oui. Est-ce que j'ai droit, voilà. C'est ça, c'est important. Je pense qu'il faut que vous vous renseigniez. Anne-Claire Gagnon, j'allais vous demander si vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut que Marie-Claude fasse stériliser les chats, mais je connais déjà votre réponse, évidemment. Bien sûr. Oui. Alors, Marie-Claude, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des vétérinaires parce qu'ils sont quand même tous extrêmement aidants et capables de aider sur plusieurs fois. Oui. Mais c'est vrai que ce que propose Natacha est la bonne solution aussi avec les dispensaires et les aides que des associations de protection animale peuvent vous apporter. Bien sûr, oui. Je peux vous demander d'où viennent les 2 chattes, comment elles sont arrivées chez vous, s'il vous plaît? Ah, comment elles sont arrivées chez moi? C'est ma fille qui me les a amenées en 2018. Elle était sur Brive, donc elle les a sevrées, quoi. Toutes petites, ces 2 sœurs. Et elle les a amenées chez maman à la campagne. C'est un appartement, voilà. Et maman, la mère, moi, en l'occurrence, Marie-Claude, n'a pas pu les faire stériliser encore à la date d'aujourd'hui. D'accord. Parce que j'ai pas beaucoup de revenus. Mais bon... Hein? Le problème, c'est que sans les faire stériliser, elles vont faire des portées à répétition. Exactement. Donc, c'est ce qui m'embête depuis 3 ans et que je veux plus de ça.
Et Ben voilà. oui. Et ça me pose un problème à la conscience pour me supprimer les chatons. Bon, et voilà. ah bah oui, non mais d'accord. voilà. Et j'ai pas voulu, à un moment, vous savez, parce que maintenant, bon, elles sont vraiment bien, à la campagne, chez moi, là, il y a plein de chats, il y en a des castrés, d'autres non, puisque elles sont fécondées, et bien, elles sont habituées maintenant. Je peux pas les donner à la SPA, il faudrait que je paye aussi. Je peux pas, c'est une compagnie. Alors il faut je suis obligée de le absolument, Marie-Claude, il Oui. n'y a pas 10 000 solutions, il faut absolument faire stériliser ces 2 chattes. Oui. Donc Oui. vous les attrapez, vous demandez à votre vétérinaire habituel Voilà, qui est à c'est ce que côté je de voulais chez faire. vous, Oui. s'il Le plus accepte un proche. paiement plusieurs fois, Voilà. et vous verrez, Oui. les vétos sont sympas, ils le font parce qu'ils savent que c'est pour le bien-être des chats. Et puis si jamais il ne veut pas, parce que bon ça peut arriver, si jamais il ne veut pas, vous trouvez un dispensaire auprès d'une association pour faire en sorte qu'il stérilise vos chats, ou vous demandez une aide financière à une association. Il y a toujours des solutions. Alors, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il faut se renseigner, il faut passer plusieurs coups de téléphone, mais il y a des solutions. Et Anne-Claire, juste pour terminer avec Marie-Claude, est-ce que vous pouvez lui expliquer et expliquer à nos auditeurs en quoi la stérilisation va être bénéfique pour ces 2 chattes et en quoi le fait d'empêcher les portées à répétition ne sera que bénéfique pour elles? Alors, particulièrement chez les chattes, et ça je pense que toutes les femmes peuvent comprendre l'impact, c'est que chez la chatte, la stérilisation va réduire considérablement 90-95% des risques de faire des tumeurs de la mamelle. Et chez la chatte, on sait que les tumeurs mammaires sont cancéreuses à 100%. Donc c'est juste de l'espérance de vie que vous allez apporter à vos 2 chattes. C'est vraiment ça, c'est fondamental. Et puis ça évite aussi de se débarrasser de pauvres petits chatons qui n'ont rien demandé à personne. Voilà, exactement. Aussi, ça c'est l'autre aspect, parce que vous l'avez bien dit, Marie-Claude. Donc c'est pas possible de continuer effectivement à faire ça. Ouais. Bon, Marie-Claude, on compte sur vous. Allez, à bientôt, Marie-Claude. Oui, merci pour votre Bonne fidélité à l'antenne de Sud Radio. Avant de donner la parole à Géraldine, notre deuxième auditrice, j'ai envie de vous poser une autre question, Anne-Claire Gagnon. Quand on stérilise son chat ou sa chatte, y a-t-il des précautions à prendre pour la suite, notamment au niveau de l'alimentation ? Alors absolument, et c'est notamment un des avantages de stériliser avant 4 mois, c'est que les éleveurs le font très très souvent, et on s'est aperçu que les chatons, souvent quand ils deviennent adultes et qu'ils ont été stérilisés plus tôt, n'ont pas la même fâcheuse tendance à l'obésité que quand ils sont stérilisés après 6 mois. Mais de toute façon, il faut systématiquement au moment de la stérilisation anticiper. En général, votre vétérinaire vous conseille et vous propose des aliments qui sont conçus exprès, parce qu'après la stérilisation, d'une part le chat a plus d'appétit, mais d'autre part il a beaucoup moins de besoins. Donc si on ne change rien, donc double problème. Exactement. Donc c'est évident que c'est nous qui créons le problème de l'obésité et pas tellement le chat. Donc il faut être responsable et donner un aliment pour chat stérilisé. Et ça, il y a aucun souci. Bien sûr. On va donner la parole à Géraldine maintenant. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous avez 2 chats à la maison, 2 femelles apparemment, si j'ai bien compris. Et vous avez un petit problème de jalousie, entre guillemets. Oui. Expliquez-nous tout ça. En fait, au départ, j'ai recueilli un tout petit chaton, une toute petite chatte qui était dehors toute seule, sans sa maman. Et il y a 13 ans, bientôt. Et cette petite chatte, en fait, elle a grandi pendant 7 ans toute seule avec nous, avec mes 2 enfants. Donc c'était des ronronnements. Alors elle n'était pas trop câline, c'est une écaille de tortue. Elle n'était pas trop câline, mais bon, elle était très. L'écaille de tortue, c'est la couleur pour nos auditeurs qui sont pas tous des fins connaisseurs des chats. C'est tricolore. Et voilà. Et en fait, j'ai décidé. Enfin, ma fille est tombée. Pas amoureuse. Elle est tombée en. Elle a vu plusieurs chats abandonnés à côté de chez moi un jour. Et pendant 3 semaines, elle m'a tannée. Elle me dit, maman, on va la prendre et tout. Et du coup, je me suis finalement, j'ai décidé de prendre une autre chatte. Je l'ai amenée abandonnée, qui a vécu avec sa mère pendant
je l'ai pris, elle devait avoir 5 mois, un truc comme ça. D'accord. Donc je l'ai amenée de suite au vétérinaire, on l'a vaccinée, stérilisée, enfin un peu plus tard, un tout petit peu plus tard. Donc les deux étaient stérilisés. Mais quand ma nouvelle chatte, qui s'appelle Oli, elle a vu ma première chatte, elle a rien dit. Elle s'est adaptée de suite, elle était contente. Par contre, Kaline, ma première chatte, elle a montré de suite une réaction d'irritabilité à chaque fois qu'elle voyait cette chatte. Ouais. Et elle lui faisait, vous savez, quand un chat il est en colère, qu'il dresse ses poils et tout. Ouais. Je peux pas reproduire le bruit, mais c'est comme un feulement. Un feulement, oui, ça crache. Ouais. Voilà. Ah, ben on dit que ça crache, mais je savais pas, voilà. Et en fait, elle fait ce crachement à chaque fois qu'elle la voit. Et ça dure, en fait, Kaline va avoir 12 ans. Donc ça dure depuis des années. Mais elle ne se bagarre pas. Elle, des fois, elle lui met le coup de patte. D'accord. Le coup de la patte. D'accord. Et en fait, j'ai appris aussi que Oli, la deuxième, qui est une véritable blanche apparemment, alors que sa mère était noire, elle est sourde. Ah, mais ça, il y a un lien entre la couleur blanche et la surdité. Hein. Il y a un lien génétique qui est très fréquent. Oui, tout à fait. Il paraît. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà. Excusez-moi de vous interrompre un petit peu, Géraldine. Est-ce qu'on peut donner des conseils à Anne-Claire Gagnon, à Géraldine par rapport à ce problème de comportement? On n'est plus trop sur la stérilisation, mais c'est pas grave. Là, on a vraiment deux chats qui cohabitent sans trop s'entendre. Oui, alors la deuxième, elle s'entend bien avec Kaline. Oui, mais Kaline, elle voit pas ça d'un très bon œil quand même. Non, elle s'y est toujours pas fait. Non. Alors, ça, c'est déjà une cohabitation. Elles s'entendent pas très bien, mais elles sont pas non plus agressives au plus haut degré. Enfin, Kaline n'est pas non plus à attaquer Oli. Non. Donc, elle en a pris son parti. Voilà, c'est déjà un moindre mal. Parce que les tempéraments et les affinités entre chats, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à se commander, à s'anticiper. Donc, les choses que vous pourriez faire, c'est certainement utiliser des sprays à base de valériane, parce que c'est une plante auquel tous les chats sont sensibles, il n'y a pas de problème, et qui est apaisante. Et faire en sorte que si Kaline aime bien cette odeur, ce soit là où Oli dort, que vous en mettiez un peu, de telle sorte que ça favorise, mais c'est jamais garanti avec les chats, mais au moins que ça apaise les relations entre les deux. Oui, elle va l'associer à une odeur agréable. Oui. Voilà. Et d'accord. Ça apaise également, ça peut apaiser Kaline. Et puis, si je peux me permettre de compléter vos propos, Anne-Claire Gagnon, c'est important aussi d'avoir le nombre de litières suffisant pour que chacune se sente libre d'aller où elle veut. Donc, sur 2 chats, on conseille souvent le nombre de chats plus une litière pour qu'il y ait cette possibilité-là. Et aussi des lieux de couchage et d'alimentation un petit peu variés pour que chacune ait son territoire, et notamment Kaline, qu'elle trouve des endroits en paix sans être systématiquement confrontée à la présence d'Oli qui pour elle n'est pour le moment pas très plaisante. Est-ce qu'il y a des endroits où elles se croisent Ah ben oui, régulièrement, mais elles se croisent à la maison, mais elles sont souvent dehors parce que moi j'habite un rez-de-chaussée, si vous voulez, les portes sont souvent ouvertes. Et en fait, du fait du Covid, c'est pareil, mais là, bon, effectivement, il fait très froid à Bordeaux. Mais cela dit, elles sont souvent dehors parce que ce sont des chattes vraiment de terrain, toutes les deux. Oui, donc elles ont quand même la possibilité de divaguer sans être l'une sur l'autre enfermées dans l'appartement. Voilà, mais cela dit, elles ont toutes les deux leurs préférences, effectivement, pour dormir. C'est vrai que Kaline, elle va plutôt du côté de ma fille, et Oli, pourtant c'est Natalia qui l'a adoptée. Oli est près de moi, mais elle dort avec moi ou elle dort dans la salle à manger, mais je la laisse en fait aller comme elle veut parce que elle a des comportements quand même, vous voyez, un peu bizarres. Par exemple, elle dort souvent la tête à l'envers. Donc, oui, mais ça c'est parce qu'elle se sent extrêmement détendue.
C'est ça. Ah Oui. bon? Ah ouais? Ah oui, c'est vraiment un signe de relaxation totale. Merci infiniment, Géraldine, pour votre mince, témoignage. Je peux pas avoir une autre question? Ah ben Juste, malheureusement, on une est un petite- peu pris par le mince. temps, mais vous savez ok. quoi? Si vous voulez, on vous reprendra sur une autre émission avec grand plaisir. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci à vous, Anne-Claire. Géraldine. J'aimerais qu'on termine, Anne-Claire Gagnon, sur ce sujet de la stérilisation avec 3 idées à retenir pour la stérilisation des chiens et des chats, mais n'importe quoi. Des chats et des chattes, vous l'aviez compris, bien sûr. D'abord que c'est quelque chose qui donne de l'espérance de vie en plus aux chats et aux chattes, qui facilite la pérennité de la relation et qui donc limite les troubles du comportement ultérieur, et que c'est vraiment un réflexe à avoir exactement au même titre que la vaccination de votre chaton dès que vous avez le bonheur d'accueillir un chat ou une chatte dans votre maison. Oui, ça c'est le premier point. Encore 2. Alors, se souvenir donc. Et après, on va faire une pause café pour se réveiller. Et se souvenir qu'une fois que le chat ou la chatte a été stérilisé, il faut bien sûr modifier son alimentation pour prévenir l'obésité. Et prendre en compte si on a un frein à stériliser, d'abord aller consulter son vétérinaire, lui en parler de ses peurs, c'est exactement comme avec le dentiste, faut tout évoquer. Et donc se souvenir qu'effectivement, chez la chatte notamment, ça permet d'éviter les tumeurs mammaires quand elles seront âgées, et que ça c'est quand même juste génial. Parfait. Restez avec nous, Anne-Claire Gagnon, car je vous garde comme spécialiste des chats pour la séquence faune sauvage qui va suivre d'ici quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bon samedi matin à tous. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes. On vous donne la parole sur Sud Radio et on donnera la parole aux jeunes qui ont envie d'être vétérinaires. Nous vous présenterons les nouveaux cursus qui permettent d'intégrer une des 4 écoles vétérinaires en France. Mais tout de suite, nous restons dans notre thématique féline depuis le début de cette émission sous un aspect différent. La prédation que nos chats domestiques exercent sur la petite faune sauvage. C'est notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et 2 invités pour parler de ce rôle, de cet impact des chats sur la petite faune sauvage. Tout d'abord, le docteur Anne-Claire Gagnon qui est avec nous depuis le début de cette émission. Vous êtes toujours là, Anne-Claire ? Oui, absolument. Et puis, nous sommes également avec Nathalie Delacoste de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Nathalie, vous êtes chargée du programme de sciences participatives qui s'appelle Chats domestiques et biodiversité. On va commencer avec vous. Quel constat faites-vous sur l'impact de nos chats domestiques sur la faune sauvage ? Alors, faut savoir qu'il y a de très nombreuses études à travers le monde qui montrent que le chat domestique a un impact sur la faune sauvage, mais c'est pas encore le cas en France. On manque encore de données chiffrées, donc c'est justement l'objectif de notre programme de sciences participatives, donc chat domestique et biodiversité, comme vous l'avez dit. Donc, on propose en fait aux propriétaires de chats de renseigner les proies rapportées par leur animal, de les localiser, de les dater. Nous, on récupère toutes ces informations et ensuite on essaie de quantifier justement cette prédation à l'échelle de la France. Alors effectivement, on n'a pas encore de chiffres précis en France, mais on a des chiffres dans d'autres pays. Il y a quand même assez peu de raisons que les chats français soient différents des autres chats. Qu'est-ce que l'on sait dans les autres pays de l'attitude et des conséquences en fait de la prédation des chats sur les espèces de faune sauvage ? Alors, on a beaucoup d'informations, surtout sur les îles. En fait, les îles, c'est des écosystèmes très particuliers où il y a souvent des espèces très particulières qui y vivent, souvent des oiseaux qui y nichent, par exemple, et qui ont été habitués pendant des années à ne pas avoir de prédateurs. Et au moment où on a introduit des chats domestiques sur ces îles, là, l'impact, il est vraiment très important et on a même des disparitions d'espèces. Alors après, sur le continent, par exemple en France, c'est un contexte très différent, parce qu'il y a déjà des prédateurs, etc. Mais forcément, à partir du moment où on rajoute de nouveaux prédateurs qui sont nourris, qui sont soignés dans le milieu naturel, ça a nécessairement un impact. Mmh. Anne-Claire Gagnon, est-ce que tous les chats sont des chasseurs ? Non, absolument pas. Il y a 20% des chats qui vont jamais chasser. Je crois que le mien fait partie de ces 20%.
À mon avis, il a jamais imaginé courir derrière une souris. Non, alors que les miens sont totalement fascinés derrière leur vitre et regardent les oiseaux avec gourmandise, mais sans s'en sortir et sans aller les taquiner. Et puis ce que disait votre interlocutrice Nathalie Delacoste, oui. Voilà, Nathalie est totalement vrai, c'est-à-dire que ici en France, les oiseaux sont habitués à cohabiter avec les chats. Oui. Donc, sont pas des espèces naïves comme sur les îles où l'introduction par l'homme de chats fait effectivement des dégâts terribles. Et puis, l'autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que les chats domestiques, les chats qui ont un propriétaire n'ont pas le même impact sur la faune sauvage que des chats arrêts ou des chats errants. Et ça, on a des statistiques, j'avais les chiffres qui disaient que par année, un chat arrêt pouvait avoir pris 1071 proies, un chat errant, donc 100 mètres, 273, alors qu'un chat domestique, bien nourri, avec 1 mètre, seulement 27. Alors, on est d'accord que ça fait 27 probablement de trop, mais voilà. Oui, bien sûr. Est-ce que l'on peut, Anne-Claire Gagnon, empêcher ou apprendre à son chat à ne pas chasser ? C'est possible, ça ? Ça me paraît difficile parce que c'est quand même dans l'ADN d'un certain nombre de chats de chasser. Mais de chasser parfois juste un bouchon de champagne ou une plume sans qu'il y ait d'oiseau derrière. Donc après la difficulté, je pense que toute la gageure, c'est d'occuper son chat et de faire en sorte que son environnement et que il ait pas besoin pour se divertir d'aller dehors et de passer des heures entières. Après, voilà, c'est ne pas mettre son chat tous les soirs dehors. Ça, c'est une évidence. Ou au moment de Le chat va davantage chasser pendant la nuit ? Plus, oui, mais probablement aussi en grande partie pour s'occuper. S'il a une alimentation parfaitement diversifiée, s'il a une habitation qui est sympathique, beaucoup de chats font leur nuit normalement comme des humains et dorment avec nous. Donc après, c'est plus aussi l'occasion qui fait le larron. Nathalie, les chats, on sait qu'il y a à peu près 15 millions de chats en France. Quel impact peuvent-ils avoir sur la biodiversité ? Est-ce que ce sont principalement les oiseaux qui peuvent être menacés parce qu'on sait que les oiseaux sont déjà, pour beaucoup d'entre eux, dans des situations un petit peu compliquées en termes de biodiversité ? Et est-ce qu'à l'inverse, les chats peuvent aussi avoir un aspect positif en régulant certaines populations, je pense notamment à certains nuisibles, des rongeurs. Alors effectivement, vous l'avez dit, mais je pense déjà qu'il faut un petit peu doser. Donc évidemment, les chats domestiques sont pas responsables de la perte globale de biodiversité. Évidemment, ce serait trop simple. On ne peut pas leur mettre ça sur le dos. Non. Exactement, mais comme vous l'avez dit, la faune sauvage, elle est déjà confrontée à beaucoup de menaces. Il y a beaucoup d'impact des activités humaines sur leurs habitats notamment, qui se dégradent. Il y a de moins en moins d'habitats naturels disponibles, et donc tout ça s'accumule. Et le fait qu'il y ait en plus de la prédation par des chats domestiques que nous on nourrit, voilà, c'est ça qui fait que ça peut rendre la situation compliquée pour certaines espèces. Et donc le chat, c'est une espèce qui est très opportuniste et qui va chasser un peu tout ce qui se présente dans le milieu. Donc ça peut être les oiseaux, des petits mammifères, mais ça peut être aussi des reptiles, etc. Enfin, vraiment tous les groupes sont potentiellement touchés. Et voilà, ce qui est compliqué, c'est pour des espèces qui sont déjà très très fragilisées. Bien sûr. Et après pardon, allez-y. Anne-Claire Gagnon nous parlait de plusieurs types de chats. Peut-être est-il nécessaire que vous nous les expliquiez, les chats arrêts, les chats sauvages, on comprend. Voilà, pour qu'on comprenne en fait l'impact que vont avoir ces différentes catégories de chats. Oui, alors comme vous disiez, il y a le chat sauvage, donc ou le chat forestier. Donc ça, c'est une espèce qui est protégée en France, qui est autochtone, donc qui est française à la base, qui a toujours été là et qui n'a pas été domestiquée. Mais c'est une espèce qui est très proche du chat domestique, donc qui lui a été domestiqué. Ils ont un ancêtre commun en fait. Et donc quand il a un propriétaire, voilà, on parle de chat de propriétaire. Donc c'est ceux que nous on suit dans le cadre de l'enquête. Mais il y a aussi donc les chats arrêts dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est des chats domestiques qui sont retournés à l'état sauvage, donc qui vivent et qui se reproduisent librement dans la nature. Est-ce qu'il existe des dispositifs anti-prédation pour empêcher justement nos chats de venir manger ces petites espèces sauvages qui font partie de la biodiversité ?
Oui, tout à fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc déjà, le plus important, c'est de prendre soin de son animal, évidemment, lui fournir de la nourriture en quantité suffisante, jouer avec lui pour lui donner moins envie de chasser. Ça, c'est vraiment primordial. Et puis ensuite, il y a la Ligue pour la protection des oiseaux qui est partenaire de notre enquête, qui a testé différents dispositifs. Donc ça peut être des colliers à clochettes, qu'on attache au chat pour signaler sa présence. Donc ça, c'est plutôt efficace a priori sur les petits rongeurs, un petit peu moins sur les oiseaux. Avec un risque quand même d'étranglement des chats avec les colliers, il faut toujours faire attention au fait de faire porter un collier à son chat. Oui, c'est sûr, mais a priori, je ne sais pas ce qu'en dira la collègue qui est vétérinaire, mais voilà, a priori, il y a assez peu de risques. Il y a peu de chiffres là-dessus. Je crois que c'est quand même assez rare que ça arrive, ce genre de choses. Il y a aussi des colliers à motifs colorés, donc pour rendre les chats plus visibles, qui seraient plus efficaces sur les oiseaux. Après, il n'y a pas de solution miracle qui permettra de limiter totalement la prédation, de l'éliminer totalement. Il faut vraiment adapter à son chat, à son confort et puis au contexte de son habitation pour essayer de trouver un maximum de solutions. Dernière question, Nathalie Delacoste. Comment peut-on participer à votre étude ? Alors, il suffit de se rendre sur le site Chat domestique et biodiversité. Et il y a un portail en ligne. C'est très facile, tout est expliqué. Et dès qu'on observe son chat, qui rapporte une proie, vous pouvez renseigner cette information-là très facilement. Eh bien, merci à vous pour cette explication et cet aspect-là aussi des chats. On n'y pense pas forcément, mais voilà, les chats sont aussi des prédateurs. Merci également à Anne-Claire Gagnon pour la participation à cette émission. C'est toujours un plaisir, Anne-Claire, vous le savez, vous êtes la bienvenue dans vos animaux. Un plaisir partagé, Natacha. Allez, merci à mes deux invités. On passe tout de suite à notre question veto. Sud Radio Vos Animaux. Question veto. Et c'est Sylvie qui nous a appelé pour me poser sa question. Bonjour Sylvie. Bonjour Natacha. Comment allez-vous Sylvie ? Très bien. Vous êtes en forme ? Oui, super. Bon. Alors, je vous écoute. En fait, j'ai un chat qui s'appelle Oslo, qui maintenant va avoir 4 ans. Oui. Et quand on l'a eu, tout se passait bien. Et puis on l'a fait stériliser. Là-dessus, il a commencé à prendre du poids. Oui. Le vétérinaire nous a donc conseillé de le mettre au régime, mais drastique. Donc on en est venu à un moment à compter les croquettes qu'on lui donnait. Oui. Voilà. Et au fil du temps, il s'est avéré qu'il avait des comportements particuliers. Et là, il a commencé à sauter partout, sur les murs. Alors par moments, c'était vraiment, il y avait des moments dans la journée où, ça lui prenait, on le voyait qu'il courait, mais c'était pas pour jouer. Et bon, donc on a contacté notre vétérinaire qui, on trouvait pas ce qu'il avait. Il a dit non, apparemment il y a rien. Ouais. Il a recommencé, on a montré des vidéos. Il nous a dit emmenez-le dans une clinique vétérinaire, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Oui. Et puis au final, ça a continué, ça a empiré. Et on a fini par changer de vétérinaire. Et d'un coup, on est arrivé dans une clinique vétérinaire où là, il y a une jeune tout de suite en montrant la vidéo et en voyant Oslo qui nous a dit écoutez, votre chat, il est atteint d'hyperstasie féline. D'accord. Donc, a priori, ça serait comme des crises d'épilepsie. Oui. Et voilà. Et donc, elle nous a donné un traitement qui a été très efficace, mais c'était des gélules, en fait, pour humains. Oui. Il fallait lui partager la moitié le matin, la moitié le soir. Oui. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant un mois. Et ça s'est absolument calmé. Ça s'est passé, d'accord. Voilà. Donc, du coup, on a, au bout d'un mois, quand on l'a ramené, elle a dit on peut continuer, mais ce traitement risque de lui faire des dégâts sur les reins ou je ne sais quoi. Donc, j'ai pris la décision de ne pas lui donner ce traitement. Et est-ce que les crises ont recommencé ? Alors oui, ça a recommencé progressivement et au final, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que c'était très très fortement lié à l'alimentation et donc là on est passé à des croquettes ultra light pour chat diabétique et on lui a donné à volonté. Et là bizarrement les crises sont quasiment espacées. C'est ce que j'allais vous dire depuis que je vous écoute, que j'écoute ce récit. Il y a tout de suite une réflexion qui m'est venue, c'est que les chats sont des animaux qui ont besoin de manger quasiment
à volonté, c'est-à-dire à longueur de journée, à leur guise. C'est pas comme un chien à qui on peut donner à manger 2 fois par jour. Le chat, il va manger de petites quantités, mais très souvent dans la journée. Et c'est vrai que quand on a des animaux des chats qui ont tendance à grossir, qui ont réduit leur ration alimentaire, on les met dans un état de frustration qui est tellement intense qu'ils peuvent avoir du coup une modification de leur comportement parce qu'ils ne gèrent pas cette frustration. Il faut faire très très attention à ça, il faut trouver le juste équilibre entre réduire les calories qu'on apporte dans la journée, parce que c'est pas la quantité que l'on donne qui fait grossir, ce sont les calories contenues dans cette quantité. Donc il faut réduire les calories apportées, tout en essayant de conserver le sentiment de satiété. C'est-à-dire que le chat ait l'impression quand même de manger et de manger quand il veut, autant qu'il veut. Sinon, c'est extrêmement perturbant pour lui et ça peut le rendre un peu fou, quoi. Enfin, vous voyez, des comportements qui ne sont pas du tout adaptés, mais ce sont des comportements d'alerte, ce sont des comportements de mal-être. Donc, vous avez finalement très bien analysé toute seule la situation et je pense qu'en changeant l'alimentation comme vous l'avez fait, vous avez en très grande partie résolu ce problème. Voilà. Donc là, actuellement, maintenant, donc il a ses croquettes de régime. Et puis, de temps en temps, je lui donne quelques gouttes de friandises et des espèces de snacks en soupe, enfin bref. Oui. Et ça lui fait plaisir. Donc, de temps en temps, il fait quand même une petite crise, mais il suffit d'aller le caresser un petit peu, de le calmer, de jouer avec lui, et puis hop, ça passe tout de suite. Eh bien, écoutez, vous avez trouvé la solution. Et juste pour terminer, Sylvie, un dernier conseil qui s'appliquera à tous ceux qui veulent faire maigrir leur chat, ça marche très très bien. Vous faites cuire des courgettes à l'eau. Oui. Vous les préparez avec un petit peu de jus de thon. Vous savez, dans les boîtes de thon, attention, pas du thon à l'huile, juste du thon naturel. Oui. Vous mettez ça sur les courgettes, vous faites des petites rations, vous les mettez au congélateur et vous lui distribuez de manière régulière. Vous préparez votre ration de courgettes pour la journée. C'est très peu calorique. Le thon va lui apporter un goût agréable et ça va lui remplir l'estomac. Voilà un dernier petit conseil. Merci à vous, Sylvie. Mais je vous en prie. Allez, une bonne journée. Très bonne journée. Merci à vous. On marque à nouveau une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler du cursus étudiant pour devenir vétérinaire. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et dans C'est votre histoire, ce matin, on va s'intéresser à un métier qui fait rêver beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. C'est le métier de vétérinaire. La plateforme Parcoursup est désormais ouverte pour les inscriptions. Vous avez jusqu'au 29 mars pour faire vos choix sur Parcoursup. Et aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer comment on peut devenir vétérinaire, car il y a eu pas mal de changements dans les voies d'admission possibles. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Marc Gogny. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Vous êtes Marc, chargé de mission pour ce nouveau concours post-bac pour les 4 écoles nationales vétérinaires françaises. Vous allez nous expliquer quels sont les parcours possibles aujourd'hui pour un jeune étudiant qui souhaite devenir vétérinaire. Écoutez, c'est très simple. Il y a une possibilité, comme vous venez de le dire, juste après le bac. On entre après un concours qui s'organise au mois d'avril de l'année de terminale, après avoir fait un vœu sur Parcoursup, comme vous l'avez signalé. Oui. Et ensuite, on rentre en première année au mois de septembre qui suit, si on est admis, pour 6 ans d'études. D'accord. Donc là, ça veut dire que les étudiants qui passent leur bac cette année et qui veulent postuler en école vétérinaire peuvent passer le concours au mois d'avril. Oui, c'est un nouveau concours qui est donc commun aux 4 écoles vétérinaires françaises, comme d'ailleurs les autres voies d'accès. Tous les concours sont communs. Mais là, celui-là, il est spécifique des lycéens qui sont en terminale en filière générale, il faut le préciser, pas en filière technologique ou en bac professionnel. Mmh. Et ce concours donc a pour objectif de sélectionner un certain nombre d'étudiants qui vont pouvoir intégrer une des 4 écoles vétérinaires. Au total, déjà, il y a combien de places dans les écoles véto ? Alors, par cette nouvelle voie, il y a
40 places par école vétérinaire. Oui. Et par les autres voies, parce que ce concours n'annule pas les autres voies d'accès, soit après les classes prépa, soit après un parcours de licence à l'université, soit encore un BTS agricole ou d'autres BTS et des BUT, ce qui remplace les diplômes universitaires de technologie. Voilà. Toutes ces voies-là confondues, plus la voie post-bac, en tout, aujourd'hui, il y a 160 places par école vétérinaire. 160 places par école, c'est très peu finalement par rapport au nombre de jeunes qui rêvent d'être vétérinaires. Eh oui, c'est un métier très attractif, c'est vrai. Et actuellement, nous n'offrons que 160 places par école. Il faut signaler quand même que il y a ne serait-ce que 15 ans, il n'y avait que 100 places par école vétérinaire. Donc on a augmenté considérablement. C'était mon époque. Voilà. Donc on a augmenté considérablement le nombre de places en même pas 15 ans. Ça veut dire que les étudiants qui vont passer par le parcours post-bac, donc les 40 places qui sont allouées, ce sont des étudiants qui vont avoir un petit décalage d'âge par rapport aux autres qui auront fait une classe préparatoire par exemple ? Oui, par définition, ils auront 2 à 3 ans de moins puisque avant cette nouvelle voie post-bac, on rentrait dans les écoles vétérinaires à 20 ou 21 ans, c'est-à-dire 2 à 3 ans après le bac. Et là, ils rentrent juste après le bac, donc ils ont entre 17 et 18 ans. D'accord. On va donner la parole à une jeune étudiante qui s'appelle Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Océane, on va se tutoyer. Toi, tu as fait donc le choix d'être vétérinaire. Quel est ton parcours ? Comment as-tu intégré, je crois que tu es à Maison Alfort, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Comment as-tu intégré Maison Alfort ? Par quelle voie ? Du coup, par la voie post-bac. Donc, j'ai fait une terminale avec des SP biologie et physique-chimie. Oui. Et une option maths complémentaire. Donc, sur Parcoursup, après, j'ai fait le vœu de demander à passer le concours pour entrer dans la voie post-bac. Donc, j'ai passé ce concours. Et ensuite, j'ai été sélectionnée et j'ai eu le choix entre les 4 écoles et du coup dans les 4 j'ai choisi Maison Alfort. D'accord. Combien y avait-il d'étudiants qui ont passé le concours en même temps que toi ? Tu le sais ça ? En même temps, je sais qu'on était 700 à peu près admissibles. Ah oui. Et au concours et du coup 160 à l'avoir eu. D'accord, très bien. À quoi ressemblait ce concours, Océane ? Alors il y avait 7 ateliers, donc 3 QCM et 4 des oraux où on avait donc une personne en face de nous et puis qui nous posait des questions et nous on devait y répondre. Et comment tu t'es préparée ? Parce que dans la voie ancienne, classique, où il y a la classe préparatoire qui pendant au moins 2 ans prépare les étudiants à passer le concours d'accès aux écoles vétérinaires et ils sont entraînés à cela. Toi, tu es arrivée de terminale. Comment tu t'es préparée pour ce concours spécifique post-bac ? Je me suis pas vraiment préparée parce que le côté scolaire, il a plus été évalué parce que pour pouvoir passer ce concours, on est sélectionné sur dossier. Oui. Et donc après le concours, pour moi, c'était plus juger un peu qui on était, nos motivations et pourquoi on voulait faire vétérinaire et ce qu'on voyait dans le métier de vétérinaire. D'accord. Il n'y avait pas d'épreuves spécifiques, des maths par exemple, de la biologie, qui nécessitaient un travail préalable ? Il y avait un peu de maths, un peu de biologie, notamment dans les QCM, mais c'était pas. Enfin, c'était du niveau, un niveau qu'on avait en terminale. D'accord, ce que tu avais acquis pendant ton cursus de terminale, de lycéenne. Oui, c'est ça, exactement. Et alors, au niveau des examens, des oraux, à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence quand tu t'es présentée, que tu as expliqué ton envie ? Déjà, je pense la sincérité, parce que justement, c'est pour ça que pour moi, c'était important de ne pas trop se préparer, parce que quand on y va comme ça, on est forcément sincère et je pense que ça se ressent beaucoup. Et ensuite, moi, j'avais envie d'être vétérinaire depuis toute petite, donc c'était un choix qui était vraiment très, très réfléchi. Et je savais vraiment ce que je voulais, pourquoi j'étais là. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait la différence. Qui a fait la différence. Et pour toi, Océane, cette filière post-bac, c'était la meilleure filière, la meilleure voie pour intégrer une école vétérinaire ? Pour moi, surtout, c'était la voie la plus directe. Enfin, après, il y a beaucoup de choses qui sont bien aussi dans les licences et classes préparatoires, mais pour moi, c'est 2 ans qui préparent pas forcément que au métier vétérinaire.
Et moi, je voulais être vétérinaire et pas autre chose. Donc, je trouvais ça dommage de pas perdre du temps, mais d'acquérir des compétences pour d'autres métiers qui n'étaient pas le métier de vétérinaire. Alors c'était vraiment ça que je voulais faire. Tu savais exactement ce que tu voulais faire et tu as réussi. Voilà. Bien, bravo, c'est Anne. Merci pour ce témoignage. Marc Goni, quand on entend le témoignage d'Océane, on voit à quel point elle était extrêmement motivée. C'est ça qui va faire la différence pour les étudiants, justement, qui choisissent ce cursus post-bac. Il y a plusieurs éléments qui font la différence. Vous l'avez compris, avec cette nouvelle voie, on recrute sur des critères qui sont différents. On voulait des étudiants qui soient capables de communiquer à l'oral, notamment avec aisance, en étant capables d'argumenter un raisonnement tout en prenant en compte des avis contradictoires exprimés par l'interlocuteur qui est en face. On voulait des étudiants qui ont une grande motivation, mais avec une connaissance réaliste des différentes facettes des métiers de vétérinaire. La plupart des jeunes qui entraient dans les écoles vétérinaires avant, on en avait plutôt une vision fantasmatique. Ils se faisaient des représentations idéalistes des métiers de vétérinaire. Et avec cette nouvelle voie, on sélectionne des gens qui se sont documentés, qui ont fait des stages chez les vétérinaires. Et vous l'avez compris, on a remplacé les épreuves classiques. Océane a dit qu'elle avait été interrogée sur des maths ou de la biologie, mais en fait, c'est dans le cadre des petites études de cas qu'on leur fait qu'ils peuvent éventuellement contextualiser des choses qu'ils ont vues au lycée. Mais c'est pas là-dessus qu'on les recrute. On ne recrute pas sur des épreuves de physique, chimie, de maths, etc. C'est plus un état d'esprit qu'on recrute ? Oui, c'est un état d'esprit, c'est des qualités personnelles, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, c'est voilà, des compétences plus transversales que vraiment des compétences scientifiques. Tout ça, c'est évalué quand même, bien sûr, les compétences scientifiques. Océane a dit qu'elle avait été recrutée sur dossier, donc évidemment, les notes obtenues en première et en terminale comptent. Mais pendant les épreuves du concours, là, ça ne compte plus. On évalue d'autres critères. D'accord. Alors, juste en guise de conclusion, Marc Goni, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils, 2 conseils très pratiques aux jeunes qui nous écoutent et qui veulent être vétérinaires? Comment on s'y prend pour réussir? Il faut avoir une forte motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en avoir envie, comme l'a dit Océane, c'est une envie qui remonte à très loin, mais avec une motivation à travailler. Voilà, la caractéristique de l'ensemble des filières spécifiques qui recrutent sur Parcoursup par rapport aux autres filières comme à l'université, etc., c'est effectivement, ce sont des filières sélectives. Donc, il faut vraiment avoir une forte motivation pour travailler à la hauteur des enjeux. Et le deuxième conseil, c'est d'être capable de raisonner vite avec une agilité qui amène le candidat à argumenter de façon structurée très très rapidement. Eh bien, merci infiniment de nous avoir un peu éclairé sur ces nouveaux cursus qui permettent d'accéder à une des 4 écoles vétérinaires qui existent aujourd'hui en France. Merci à vous, Marc Goni. Merci à vous, très chers auditeurs de Sud Radio. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vos Animaux. Ciao, bon week-end.